Et la cyberdépendance est un des nombreux aspects de ces cas de détresse possibles dans un contexte de pandémie. On a voulu approfondir la question avec vous, Christine Groux, présidente de l'Ordre des psychologues du Québec. Bonsoir. Bonsoir. Alors, d'entrée de jeu, jusqu'à quel point, selon vous, la santé mentale de la population sera plus fortement touchée par les contraintes de vie que nous impose cette pandémie? Ben, écoutez, c'est clair que déjà au début de la pandémie, ce qu'on disait, c'est qu'il faut faire de la prévention et s'occuper de la santé mentale parce que les difficultés ou la détresse qui peut survenir va durer plus longtemps que la pandémie elle-même. Ça va avoir des méfaits qui vont potentiellement être beaucoup plus longs que la propagation. Là, on est X mois plus tard. Il faut offrir des soins et services, puis il faut les rendre universels parce que beaucoup de gens dans la population en ont besoin. Bien, c'est ça, c'est l'accès aux services qui peut-être peut être problématique dans le contexte actuel. Est-ce que ça, vraiment, ça peut, si on veut, nous éloigner davantage de l'objectif final? Et puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour contourner le problème si on n'a pas accès à des soins comme ça, cruciaux pour bien des gens? Bien, en fait, il faut justement, puis je pense qu'il y a une volonté du gouvernement actuellement de donner accès puis de débloquer des fonds justement pour donner accès aux soins et services de santé mentale. Mais il faut comprendre qu'il faut le faire dans une large mesure, c'est-à-dire que, puis pas uniquement pour les gens qui sont déjà sur les listes d'attente du réseau public, parce qu'il y a des gens qui n'ont même pas accès à ces listes d'attente-là, qui ne correspondent pas aux critères. Donc, il faut le faire justement pour la population en général, un peu comme une prestation particulière, je vous dirais, où on devrait offrir des services pour ceux qui en ont besoin, parce que il y en a quand même une bonne proportion de la population actuellement là, qui peuvent se vulnérabiliser. Oui, et puis le premier pas à franchir, c'est de reconnaître qu'on est dans un état de détresse. Alors, quels sont les premiers signes, les tout premiers qu'on doit surveiller? Bien, les signes qu'on observe le plus actuellement, au premier chef, c'est l'anxiété. Puis vous allez me dire, l'anxiété, c'est une réaction normale à la situation qu'on vit totalement. C'est-à-dire que ne pas être anxieux, ce serait bien inquiétant. Mais cela dit, quand l'anxiété nous rend dysfonctionnels, nous empêche de fonctionner, nous torture, nous empêche de dormir, parce qu'on sait que l'anxiété actuellement atteint une grosse proportion de la population. On sait que les troubles de sommeil sont assez présents aussi. Puis au deuxième chef, on voit les éléments dépressifs, c'est-à-dire les éléments de l'humeur qui font que les gens sont découragés, qui sont tristes, qui commencent à perdre un petit peu espoir ou en tout cas qui perdent un peu intérêt. Alors, quand est-ce qu'on voit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas? Mais c'est quand on voit un changement qui est assez significatif dans le comportement de la personne, dans sa régulation affective, dans ses interactions avec les autres, dans ses pensées aussi, dans ses façons de voir la vie et que ça persiste. Donc, c'est plus qu'une mauvaise journée, c'est plus qu'une mauvaise semaine, ça persiste pendant quelques semaines consécutives. Et là, à ce moment-là, ben, il est temps effectivement d'aller chercher de l'aide, d'intervenir. Puis cela dit, on ne devrait pas être contraint d'attendre que ça fasse tellement mal qu'on n'est plus capable justement ou qu'on n'a plus les ressources ou qu'on n'a plus l'énergie pour faire les démarches, pour aller chercher. Donc, il faut que l'aide soit disponible et accessible. Accessible, disponible. Et puis quand ce n'est pas le cas, dans l'immédiat, est-ce qu'il y a des conseils qu'on peut donner, des alternatives qui existent pour qu'on puisse prendre soin de soi en attendant d'être pris en charge? Mais il y a plein de choses qu'on peut faire pour prendre soin de soi dans la période de pandémie. Puis ce qu'il faut savoir, c'est que la période du temps des fêtes est une période où, étonnamment, on voit une baisse de consultation, justement, dans les soins et services de santé mentale, mais il y a un rebond, par contre, en janvier. Alors, mais ce qu'on voit, puis là, je vous parle d'une étude, moi, que j'ai vue dans Clinical Neuroscience, où, justement, qui est un journal sérieux, où on voit que pendant le temps des fêtes, il y a, de façon naturelle, là, quand il n'y a pas de pandémie, une tendance à la consommation accrue d'alcool, puis une tendance, justement, à l'humeur plus dépressive pour beaucoup de personnes. Donc, ça risque d'être amplifié cette année. Mais cela dit, il y a plein de choses à faire pour prendre soin de soi. Comme quoi, par exemple?
garder une bonne hygiène de vie d'une part, rester actif physiquement parce que ça aide beaucoup le sommeil puis ça aide beaucoup l'humeur, comme être capable justement de s'entourer, de ne pas s'isoler, c'est-à-dire que quand on a des mauvaises journées, on a tendance à se rouler en boule, mais souvent, ce qui est préférable de faire, c'est justement d'être capable de communiquer avec des gens en qui on a confiance, de ne pas nécessairement rester seul, de ne pas s'isoler. C'est important aussi de rester actif intellectuellement, de limiter les comportements qui peuvent être potentiellement dommageables, comme par exemple la trop grande consommation d'alcool. Puis c'est important d'essayer aussi d'entretenir des passions ou de trouver des refuges. Il faut se donner des moments de plaisir quotidiennement, puis il faut se déculpabiliser, surtout, ça c'est très important, se déculpabiliser de ne pas répondre à tous nos objectifs habituels, hein? C'est-à-dire que c'est sûr qu'on n'est peut-être pas aussi productif, c'est sûr qu'on est peut-être pas aussi de bonne humeur, c'est sûr qu'on n'est peut-être pas aussi patient, et il faut se le pardonner, ça. Alors donc, ça fait partie de prendre soin de soi, de réviser un petit peu ses objectifs, puis d'être capable d'être indulgent avec soi-même, je vous dirais, puis de prendre du recul, mais surtout de se demander, mais est-ce que j'ai eu mon moment zen, mon moment de plaisir? Est-ce que je me suis permis de me détendre et est-ce que j'ai trouvé les bons moyens pour le faire? Ça, c'est important. Mais des fois, on sent qu'on rationalise bien ce genre de choses-là. On sait qu'on doit le faire, mais c'est l'énergie qui nous manque, la motivation qui nous manque, le petit coup de pouce qu'on peut se donner soi-même pour y parvenir. Oui. Bien, justement, quand la motivation nous manque, c'est peut-être justement parce qu'on sombre dans des éléments qui sont un petit peu plus dépressifs, sans nécessairement sombrer dans la dépression, hein, parce qu'on peut avoir un affect plus triste sans être dans une dépression, là. Et dans ce temps-là, justement, ce qu'on se rend compte, c'est que plus on s'active, plus l'humeur nous revient. Voilà. Et donc, souvent, quand on n'a pas le goût, quand on n'a pas l'énergie, ça vaut la peine des fois d'aller prendre une grande marche. Je ne dis pas que ça suffit tout le temps, mais ça aide beaucoup à se sentir mieux, comme de danser, chanter, de dépenser de l'énergie, de courir, de se défouler. Ça peut faire beaucoup de bien et parfois, pleurer un bon coup, c'est une dépense énergétique, puis ça peut aussi faire beaucoup de bien, ça peut être apaisant avant des fois de se plonger dans une bonne série télé ou dans un bon roman. Oui, pourquoi pas. Bien, merci beaucoup pour ces conseils. J'espère qu'ils auront été utiles pour les gens qui nous écoutent. Merci, Mme Groux. Au revoir. Avec plaisir. Au revoir.